Donc, la présentation a pour objectif vraiment d'étudier si et en quoi le cadre juridique du volontariat est un support de démarchandisation et de démocratisation du travail à partir d'une enquête sur les significations de ce statut pour les personnes concernées dans deux organisations différentes. Donc, la démarchandisation renvoie ici à la protection des travailleurs par rapport aux exigences et aux risques du marché, et la démocratisation fait référence donc à la possibilité pour les travailleurs de peser sur les décisions qui concernent leur travail, donc en termes de conditions, d'organisation et de finalité. Alors, donc tout d'abord, pour que vous puissiez bien saisir ce dont je parle, le statut de volontaire encadre les activités qui sont définies comme sans obligation, sans rétribution, réalisées dans des organisations à but non lucratif, donc des associations ou des services publics, donc pas des entreprises privées, et au profit d'autrui. Au regard du droit belge, les volontaires ne sont pas considérés comme des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de certaines protections, mais il n'y a pas de contrat de travail volontaire, parce qu'il n'y a pas de rémunération. L'applicabilité de la réglementation du travail n'est pas mentionnée dans la loi relative au volontariat, même si plusieurs juristes s'accordent sur le fait qu'elle s'applique aux volontaires dès le moment où il y a une autorité qui est exercée sur eux. Et en pratique, en fait, la plupart des organisations dans lesquelles s'engagent des volontaires, qui mobilisent des volontaires, n'appliquent pas les réglementations du travail, mais principalement les dispositions de la loi relative au volontariat. Et il n'y a pas non plus de droit collectif du volontariat en Belgique, parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. Alors, bien que le volontariat est construit légalement comme étant en dehors du travail, il faut noter qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs modifications, dont deux en particulier de la loi relative au volontariat, qui augurent une certaine forme de glissement du volontariat vers un régime dérogatoire d'emploi et vers des logiques de marché. Alors, la première modification, elle porte sur le défraiement des activités volontaires par les organisations. Donc, le défraiement, c'est censé permettre en fait de rembourser les volontaires des frais qui sont engendrés par leurs activités, donc en termes de transport, en termes d'alimentation. Et il y a en fait un défraiement forfaitaire qui est possible, sans justification, qui est de 37 € par jour et de près de 1 500 € par an. Or, en 2019, ce plafond de défraiement forfaitaire a été augmenté à 1 800 € pour certaines catégories de volontaires. Et dans le cadre de la crise du Covid-19, les volontaires qui ont été actifs et qui sont encore actifs aujourd'hui dans les secteurs du soin ont pu aussi bénéficier de cette dérogation qui a même été augmentée à 2 500 €. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, que ce statut de volontaire peut potentiellement être utilisé comme une manière de rétribuer faiblement les volontaires, sans pour autant que ce soit considéré comme une rémunération en droit fiscal, et donc sans que ça donne accès aux mécanismes de sécurité sociale. La deuxième modification, qui elle était temporaire, concerne donc les organisations qui sont autorisées à engager des volontaires. Pendant la crise du Covid-19, les entreprises privées qui proposent des services auprès des personnes âgées ont pu engager des volontaires, donc c'est une dérogation par rapport à la loi qui, a priori, permet uniquement d'engager des volontaires dans le secteur non marchand, donc dans les organisations à but non lucratif ou les services publics. Donc, le statut de volontaire est un statut assez ambigu qui, en principe, est en dehors des logiques du marché, qui, en principe, n'est pas considéré légalement comme du travail, mais qui peut s'approcher d'une forme de régime dérogatoire à l'emploi salarié. Alors, en 2020 et 2021, j'ai réalisé 2 études de cas au sein d'organisations très différentes qui ont lancé en fait, des projets d'expérimentation sur base du volontariat. La première, c'était la plateforme pour le service citoyen, qui est une organisation qui réunit des jeunes de 18 à 25 ans autour d'un programme volontaire de service dit citoyen, dans une visée d'activation sociale, d'activation citoyenne et professionnelle. C'est du volontariat à temps plein pendant 6 mois. Donc les volontaires s'engagent au service principalement d'associations dans les secteurs de l'aide aux personnes, de la culture, de l'environnement ou du sport, et ils sont défrayés justement à titre forfaitaire à hauteur de 200 € par mois pendant ces 6 mois. Donc c'est un projet expérimental qui concerne quelques centaines de jeunes pour l'instant en Belgique, mais qui a vocation à s'institutionnaliser. Alors, deuxième étude de cas que j'ai réalisée, c'est dans un hôpital qui a fait appel largement à des volontaires pendant la pandémie pour soutenir ses services support, qui étaient confrontés à la fois à une hausse des besoins et à un absentéisme important dû aux mesures de quarantaine.
Et ça a donné lieu à l'engagement de 70 travailleurs volontaires qui se sont engagés du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021, avec des niveaux d'implication assez divers. Donc, certaines personnes se sont engagées à temps plein, d'autres à temps partiel, pendant des longues périodes, des plus courtes périodes. Et là, les volontaires étaient défrayés à hauteur de 35 € par jour complet presté. Alors, donc, au niveau des significations du volontariat pour les volontaires, la première chose qui est importante à dire, je pense, c'est qu'il y a une part significative dans ces deux organisations de volontaires qui sont demandeurs d'emploi. Au service citoyen, il y a 66% des volontaires qui, quand ils s'engagent en service citoyen, ont le statut de demandeur d'emploi. Et à l'hôpital de Liège, il y avait un peu plus de 40% des volontaires qui étaient en âge de travailler, mais sans emploi au moment de s'engager. Les autres statuts fréquents parmi les volontaires de l'hôpital, c'était des retraités, des étudiants ou des personnes des travailleurs au sens des salariés ou des indépendants dont les activités avaient été temporairement suspendues pendant la crise du Covid. Alors, au niveau de leur situation, donc, concernant les volontaires du service citoyen, tout d'abord, par contraste donc, avec le discours de l'organisation qui présente l'engagement au service citoyen comme justement un engagement citoyen guidé par la volonté de servir la collectivité, en fait, pour la plupart des volontaires, leur engagement en service citoyen apparaît d'abord comme une activité de substitution, faute de trouver un emploi ou après avoir abandonné un parcours d'éducation. Mais pour certains volontaires, et en particulier ceux qui sortent des études secondaires ou ceux qui ont un emploi qui ne faisait pas sens pour eux, le volontariat en service citoyen peut aussi être un support de transition vers soit un cycle d'études supérieures, soit vers un autre type d'emploi, une nouvelle orientation professionnelle. Et donc, les motifs d'engagement des volontaires en service citoyen font sens vraiment sur base de ces situations. C'est-à-dire qu'en s'engageant, les volontaires du service citoyen cherchent avant tout à s'occuper, en tout cas en particulier pour ceux pour lesquels le volontariat est une activité de substitution, faute de trouver un emploi ou après avoir abandonné un cycle d'études. Mais c'est aussi un vecteur de découverte, découverte d'un nouveau milieu par l'expérience, surtout pour ceux ici qui associent le service citoyen à un support de transition. C'est un vecteur d'orientation professionnelle éventuellement, voire d'obtention d'un emploi. Et au-delà de ces motifs d'engagement qui peuvent paraître un peu tournés vers soi, il y a aussi évidemment une volonté d'être utile, éventuellement de rencontrer d'autres personnes via le service citoyen. Et quant à l'indemnité de 200 € par mois, elle n'entre pas vraiment en ligne de compte au niveau de leurs motifs d'engagement initiaux. Concernant les volontaires de l'hôpital, donc là, par contraste aussi avec le discours de l'hôpital qui présente le volontariat comme un engagement solidaire, guidé vraiment par la volonté de soutenir l'hôpital public en crise, les motifs d'engagement initiaux des volontaires s'approchent en partie de ceux des volontaires du service citoyen, c'est-à-dire qu'il s'agissait avant tout pour les volontaires de s'occuper d'une part, mais aussi d'être utiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces deux motifs d'engagement qui sont partagés, il y a vraiment un clivage entre les motifs d'engagement des personnes qui sont demandeuses d'emploi et des volontaires qui ont une affiliation par ailleurs, soit parce qu'elles ont un emploi qui a été temporairement suspendu, soit parce qu'elles sont retraitées, donc une affiliation aux institutions du salariat. Les demandeurs d'emploi cherchent en priorité à travers leur volontariat à obtenir une stabilité professionnelle par la suite au sein de l'hôpital, voire pour ceux qui sont vraiment en difficulté économique, alors le défraiement de 35 € par jour peut être aussi un support à l'engagement. Tandis que pour les personnes qui étaient retraitées ou qui avaient juste une suspension temporaire de leur travail, là, c'était plus le volontariat comme l'hôpital le présente, à savoir une volonté de soutenir l'hôpital public en crise, c'est plutôt un geste citoyen et solidaire. Et alors, la dernière chose sur laquelle je voudrais dire quelques mots, c'est la position du volontariat par rapport au travail du point de vue des volontaires. Donc, comment est-ce qu'ils situent leur expérience du volontariat par rapport à leur propre conception du travail. Donc, pour de nombreux volontaires du service citoyen, et en particulier ceux qui cherchaient un emploi, ils associent le service citoyen à une forme de travail, dans le sens où il s'agissait pour eux d'une activité contraignante, légèrement rétribuée, qui implique de réaliser des tâches proches ou similaires à celles qui sont exercées par les membres du personnel. Mais en même temps, il y a aussi de nombreux volontaires pour lesquels la position du volontariat par rapport au travail est ambiguë. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas non plus tout à fait d'un travail, puisque c'est une activité qu'ils ont choisie librement, qui était gratifiante, qui comportait moins de responsabilités et de pression qu'un emploi, qui implique une certaine réciprocité entre la contribution et les apprentissages qu'ils en retirent, et enfin qui permettait dans certains cas des échanges d'égal à égal avec les responsables.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments qui différencient le volontariat du travail du point de vue des volontaires témoignent en fait d'attentes expressives fortes, voire citoyennes, qui sont peu ou pas présentes dans l'emploi. Quant à l'absence de rémunération, là, elle apparaît comme une préoccupation uniquement pour les volontaires qui sont dans une situation de nécessité économique, donc pour subvenir à leurs besoins de base, ou dans le cadre éventuellement d'une attente d'une valorisation ou d'une reconnaissance du travail qu'ils ont réalisé. Et concernant les volontaires de l'hôpital, tous les volontaires à la recherche d'un emploi que j'ai interrogés associaient là leur volontariat à une forme de travail qui implique une rétribution, qui implique les mêmes tâches que les travailleurs des équipes sur place, qui implique un certain devoir de responsabilité. D'ailleurs, ces volontaires sont engagés pour la plupart à temps plein, et même au-delà des besoins dus à la crise, toujours en vue d'obtenir un poste stable par la suite, au contraire des autres volontaires, donc les retraités et les personnes qui avaient une suspension temporaire de leur, contrat de travail ou de leurs activités en tant qu'indépendants. Eux n'associaient pas du tout leur volontariat à une forme de travail et s'engageaient pour la plupart à temps partiel sur des temporalités plus courtes. Alors, pour conclure, sur base de ces résultats, donc, ils sont bien ancrés dans deux cas particuliers, ne peuvent pas donc être généralisés au volontariat dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire du potentiel démarchandisant et démocratisant du volontariat? Premièrement, sur le plan de la démarchandisation du travail, donc on a vu qu'a priori, le volontariat échappe aux exigences et à la pression liées à la quête de profit, qui sont le propre des entreprises sur le marché, puisqu'il est réalisé dans des organisations normalement à but non lucratif. Il échappe aussi et surtout à ces exigences puisqu'il n'est pas rémunéré, dans le sens où ça réduit donc les attentes d'une forme de retour d'investissement des organisations, étant donné qu'il est c'est du travail gratuit, et que les volontaires, enfin gratuits, en tout cas à bas coût, et que les volontaires sont libres de se désengager assez facilement, ce qui réduit la pression que peuvent mettre les organisations. Par contre, le volontariat est aussi clairement une forme de travail qui prend en charge une série de besoins essentiels qui ne sont pas assurés par le marché et le volontariat n'est pas reconnu légalement comme du travail. Il n'est pas rémunéré, il ne donne pas accès aux mécanismes de sécurité sociale. Et ça peut être pour le moins questionnant, en tout cas pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui s'engagent à temps plein, qui associent leur volontariat à une forme de travail. Donc, en ce sens, il n'est pas vecteur de démarchandisation du travail puisqu'il ne protège pas les travailleurs et les protections dépendent d'une affiliation au salariat par ailleurs. Et enfin, sur le plan de la démocratisation du travail, donc là, j'ai montré que les aspirations des volontaires sont expressives, voire citoyennes, avant d'être économiques, sauf pour les personnes en difficulté pour subvenir à leurs besoins de base. Et donc, les attentes des volontaires sont expressives dans le sens où il s'agit avant tout pour eux donc de s'occuper, de se sentir utile, d'être inclus dans un collectif, de découvrir un milieu, de s'orienter professionnellement. Elles sont même démocratiques en germe, puisque compte aussi pour eux le libre choix de l'activité, ses finalités, le fait de pouvoir définir son temps de travail, les possibilités d'échanger, voire de co-construire l'activité avec leurs responsables, etc. Et donc, pour maintenir l'engagement des volontaires, les organisations se doivent d'intégrer, moins en partie, ces attentes, ce qui passe partiellement par le fait de donner certaines formes de pouvoir, par exemple en laissant la liberté de choisir son activité, de définir en partie son temps de travail. Mais en même temps, et je terminerai là-dessus, le fait de s'autoriser à s'exprimer pour les volontaires semble dépendre assez fortement de l'affiliation qu'ils ont par ailleurs au salariat. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en demande d'emploi, elles vont être beaucoup plus prêtes à accepter toute une série de choses, tant sur le plan du temps de travail, sur le plan des activités qui leur sont proposées, donc se placer d'une certaine manière dans une position subordonnée vis-à-vis des organisations, et donc de ne pas vraiment s'autoriser à s'exprimer dans les organisations.